Ministre. Alors, pour en parler, je reçois Manon Aubry. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci Vous à vous êtes de l'invitation. députée européenne de la France Insoumise. On va parler de tout cela dans quelques instants, de cette conférence de presse, de la suite de la mobilisation qui s'organise sur le terrain, notamment avec le rendez-vous du 10 septembre, et puis de la suite politique au Parlement. Est-ce qu'il y aura ou pas cette fameuse motion de censure? Mais d'abord, j'aimerais vous entendre à propos de cette déclaration qui est tombée dans la soirée de l'ambassadeur des États-Unis en France. Il dénonce, dit-il, je le cite, l'absence d'action suffisante du président Macron pour lutter contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me l'apprenez, c'est une nouvelle que j'ai apprise en entrant sur le plateau. Je crois que, de nouveau, l'ambassadeur des États-Unis en France se fait le relais et le porte-parole de Netanyahou, qui instrumentalise l'antisémitisme en assimilant tous les juifs de France et du monde entier à la politique qui est menée aujourd'hui en Israël et qui vise à organiser, à orchestrer un génocide dans la bande de Gaza. Qu'il faille lutter de toutes nos forces contre l'antisémitisme, c'est évidemment une évidence. C'est une nécessité et la recrudescence des actes antisémites cette année nous oblige et oblige le gouvernement et le président de la République. Mais je crois qu'il ne faut pas être dupe du timing. Cette critique de l'ambassadeur des États-Unis se fait à un moment où le président de la République français s'apprête à reconnaître à juste titre, et bien trop tard à mon goût, l'État de Palestine, et qu'il se trouve un peu au milieu du gué entre ses anciens alliés que sont Israël et l'horreur des massacres qui se déroulent dans la bande de Gaza, qui oblige la France à élever de la voix. En tout cas, Paris, ce soir, Manon Aubry, Paris décide de convoquer l'ambassadeur américain car la France estime que cette déclaration est inacceptable. Et ce type de convocation, c'est plutôt rare. On a regardé les dépêches, consulté les dépêches. Ça n'était pas arrivé depuis 2015, il y a 10 ans. Je trouve que c'est plutôt bienvenu de la part du ministère des Affaires étrangères. Je partage le fait que ce soit inacceptable. Donc vous approuvez cette décision, oui, et cette condamnation? Mais je m'interroge néanmoins sur le timing, sur l'utilité des outils diplomatiques. Convoquer un ambassadeur, c'est en effet un des outils dont dispose la France, et c'est en général ce que vous faites pour une protestation diplomatique. Mais je me souviens que la France, par exemple, avait refusé de convoquer l'ambassadeur d'Israël en France quand Israël avait emprisonné de manière illégale des députées françaises qui tentaient de se rendre à Gaza pour briser l'embargo humanitaire, alors que nos voisins, l'Espagne, n'avaient pas hésité à convoquer l'ambassadeur d'Israël en Espagne quand ils avaient un ressortissant espagnol. Donc vous le voyez, je constate que le ministère des Affaires étrangères semble se rappeler ce soir que convoquer un ambassadeur peut être un outil. C'est bienvenu, je les invite à l'utiliser de manière cohérente à chaque fois que les intérêts de la France sont mis en question. Cet ambassadeur qui prend la parole ce soir, c'est quand même rare. Un ambassadeur, ça mesure sa parole. C'est volontaire de dire ça? Il y a une volonté, une intention? Et une intention de qui? L'ambassadeur des États-Unis, c'est le représentant du gouvernement américain. Le gouvernement américain, il est présidé par Donald Trump. Ouais. Tout à fait. Et donc, c'est le représentant de Donald Trump en France. Donald Trump est un des plus proches alliés de Benjamin Netanyahou. Il finance sa guerre et son génocide dans la bande de Gaza. Il, notamment, fournit un certain nombre d'armes au gouvernement israélien et dont on sait l'impact concret que ça a sur le terrain. Vous avez certainement vu ces derniers jours l'ONU annoncer une famine dans la bande de Gaza. L'état de famine est déjà dépassé. Vous avez 2 millions de personnes pris au piège, sans accès à de l'aide alimentaire. Les seules fois où ils ont accès, ils sont pris pour cible. Et on a la communauté internationale qui continue à garder les yeux fermés. Pire, des États comme les États-Unis en sont directement les alliés. Mais l'Union européenne, je n'oublie pas que, y compris la France, sont restés bien trop longtemps silencieux et que, en continuant les échanges commerciaux, l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël, quelque part, sont aussi complices. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne à la France insoumise, nous allons lancer une grande initiative citoyenne européenne pour suspendre cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël qui finance le génocide. Je reviens sur les propos de l'ambassadeur qui vont être très commentés certainement dans les prochains jours parce que cette décision de Paris est quand même assez rare. Je rappelle que la dernière remonte à 2015, on convoque l'ambassadeur.
Est-ce qu'il peut y avoir du Donald Trump derrière qui fait passer des messages via l'ambassadeur? C'est une évidence. L'ambassadeur est le porte-parole de Donald Trump en France. Donc à partir du moment... Donc ce qu'il dit est validé par la Mais Maison bien Blanche? sûr, un ambassadeur, vous savez, ne s'exprime jamais sans l'approbation de son ministère de tutelle et a fortiori du gouvernement auquel il est rattaché. Donc il est impossible que l'ambassadeur des États-Unis en France ait pris une liberté tout seul. Il arrive et il critique le gouvernement d'Emmanuel Macron pour reconnaître l'État de Palestine. C'est une évidence que c'est une commande de la part de Donald Trump et c'est une fois de plus la démonstration que Donald Trump est le meilleur des alliés de Benjamin Netanyahou. Et je me dis que quand même, la dernière fois qu'Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump, c'est pas vieux, hein, ça date d'à peine une semaine. À ce moment-là, peut-être qu'Emmanuel Macron aurait dû profiter de cette occasion pour demander des comptes aussi à Donald Trump, pas seulement sur ce qu'il se passe en Ukraine, mais aussi ce qu'il se passe en Israël et dans la bande de Gaza et en Palestine, pour demander à ce que Donald Trump arrête de financer, arrête d'alimenter les massacres sans précédent qui sont commis par le gouvernement israélien. Merci en tout cas d'avoir commenté cette information. Ce n'était pas prévu, on l'a pris il y a quelques minutes. Vous avez découvert cette information. Merci d'avoir donné votre position. On vous a invité ce soir pour parler de politique, de rentrée sociale qui s'annonce certainement très agitée. Alors on a du temps, Manon Aubry. Je vous propose 3 axes de réflexion. Demain, il y a le Premier ministre qui s'exprime à Matignon. Il va prendre la parole à partir de 16h et BFM TV sera en édition spéciale à partir de demain 15h. Ensuite, il y aura la mobilisation. On va voir si ça prend ou ça ne prend pas. Je sais qu'LFI a fait le maximum pour que on se mobilise en France le 10 septembre prochain, un mouvement qui est relayé également par la CGT. On verra ce que pensent les autres syndicats. Et puis, il y a la mobilisation, mais aussi il y a la rentrée politique, la politique avec le Parlement, les députés qui seront convoqués très prochainement en session parlementaire. Et à partir du 23, peut-être, la motion de censure. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Demain, François Bayrou, il prend la parole. Il parle à 16h. Il va dire ce qu'il pense de la situation aux journalistes. C'est son grand retour devant micros et caméras. Qu'est-ce que vous attendez de lui et est-ce que vous attendez quelque chose du Premier ministre ? Écoutez, c'est pas la première fois qu'il prend la parole depuis qu'il nous a annoncé les terribles mesures, son plan, qui est un plan qui est sans doute l'une des pires scénarios sociales qui ait connu le pays. Il faut revenir là-dessus parce que peut-être les gens sont partis en vacances, pas tout le monde, pas tous les Françaises et les Français ont eu la chance de pouvoir partir en vacances, mais pour se remémorer, on parle non seulement de la suppression de jours fériés, mais qui est un peu la phase émergée de l'iceberg, mais on parle d'une année blanche qui est en réalité une année noire, qui va faire payer aux Françaises et aux Français davantage d'impôts, mais surtout aux 10% les plus pauvres qui vont payer, dont l'augmentation va être 3 fois plus importante que pour les 10% les plus riches. On parle d'une augmentation du reste à charge pour les médicaments. Concrètement, quand vous allez à la pharmacie acheter vos médicaments, en tout, dans l'année, vous aurez 100 € en plus de votre poche. Ça fait partie de la longue liste des sacrifices sociaux qui seront demandés par ce gouvernement et ce plan social. Vous voyez, j'ai dit plan social spontanément parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre nom pour ce plan. Alors, dans ce contexte, François Bayrou a bien compris que personne n'était d'accord avec son plan. J'ai observé que même les députés macronistes avaient un peu du mal à le défendre, pour être honnête. Et oui, donc, certains disent même, on en a parlé tout à l'heure sur BFM TV, que peut-être à la limite, la censure, ça serait la meilleure des solutions. Oui, et on voit que le soutien s'effrite, y compris dans le macronisme. On vit certainement les dernières heures du macronisme. Alors, François Bayrou, pendant l'été, ça peut-être tout le monde ne l'a pas suivi parce qu'en réalité, ça a été vu par assez peu de personnes. Il s'est improvisé youtubeur. Mais en réalité, je crois que François Bayrou a fait la démonstration qu'il était surtout le plus grand des entubeurs. Parce que il a tenté d'expliquer, comme si les Françaises et les Français étaient bêtes et n'avaient pas compris. Et de nouveau, il fait preuve d'un mépris absolu. Donc demain, il va nous refaire la même sauce. Mais je vous explique, on n'a pas le choix, on est pris à la gorge. Mais en fait, si, on a le choix. Je vous donne un seul exemple. Allez-y. Si, au lieu de prendre dans la poche des Françaises et des Français, au lieu de leur voler 2 jours de plus après leur avoir volé 2 ans de travail supplémentaires avec la retraite à 64 ans, au lieu de faire toute la liste que je vous ai faite, le gouvernement faisait le choix de s'en prendre aux milliardaires de notre pays. C'est pas beaucoup de gens, hein. Je parle de 148 personnes. Eh bien,
juste avec une petite taxe sur ces gens-là, il fait déjà la moitié du chemin. C'est plus de 20 milliards d'euros qui peuvent être récoltés alors qu'il en veut 40 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a des alternatives qui existent. La réalité, c'est qu'il ne veut pas toucher le moindre petit cheveu des plus riches et il préfère faire la poche de l'écrasante majorité des Françaises et des Français. Et ça, c'est inacceptable. François Calfon du PS Place Publique me disait tout à l'heure dans le journal à 20 h sur BFM TV, il y a le feu et l'incendiaire, c'est lui. Oui, alors je n'oublie pas quand même que le Parti socialiste a eu à de nombreuses reprises l'occasion de faire tomber ce gouvernement, puisqu'il y a eu depuis Au début de l'année, par exemple. Par exemple, au hasard, sur les retraites. Quand François Bayrou est arrivé comme Premier ministre, nous avons déposé une motion de censure en disant que nous savions à quelle sauce nous allions être mangés. Force est de constater que malheureusement, on ne s'est pas trompé. Et à ce moment-là, le Parti socialiste a fait le choix, et je le regrette, sans doute le regrette-t-il. C'était un mauvais choix. Également, puisqu'ils ont indiqué qu'ils étaient prêts à censurer désormais, mais au début de l'année, ils ont dit... On laisse voir et on fait un pacte de non-censure sous l'hypothétique promesse de revenir sur la retraite à 64 ans. On a bien vu que François Bayrou n'était absolument pas revenu sur la retraite à 64 ans. Et maintenant, le Parti socialiste se mord un peu les doigts en se disant « mince, on a laissé l'opportunité de faire tomber ce gouvernement ». Donc tant mieux s'il peut y avoir un front uni de la gauche, du nouveau Front populaire pour faire tomber ce gouvernement. Et moi, je m'adresse à tous les députés de ce pays. Vous savez, François Bayrou, dans une interview au Parisien ce week-end, a parlé de faire face à la réalité. Mais la réalité de notre pays, c'est plus de 650 000 personnes qui ont versé dans la pauvreté l'an dernier. C'est 30% des gens en France qui se privent de soins parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et la réalité, surtout, c'est que c'est pas eux qui ont gagné les élections il y a à peine un an. C'est le nouveau Front populaire. Donc leur budget est illégitime et il s'agira pas de déplacer une virgule pour savoir si on va payer de notre poche sur les médicaments ou sur les postes non remplacés à l'école. La réalité, c'est que l'ensemble de ce projet est à mettre à la poubelle. Alors, on va parler de tout ça, évidemment, sur la mobilisation, parce que ça fait partie des motivations des gens qui pourraient être dans la rue le 10 septembre. On va parler de tout ça dans quelques secondes. D'abord, d'un mot sur François Bayrou, demain, son intervention à Matignon. Qu'est-ce qu'il peut dire? Vous avez fait allusion tout à l'heure aux fameux 2 jours fériés supprimés. Là, ils peuvent faire rétropédalage, passer à 1 jour supprimé ou éventuellement dire tant pis, la copie n'est pas bonne, j'annule. Mais vous savez, je crois qu'on se moque bien de la couleur de la corde avec laquelle il veut pendre les Françaises et les Français. Et désolé pour la sévérité de cette image, mais il peut passer de 2 jours à 1 jour férié. Il y aura tout le reste du plan Bayrou. Un fonctionnaire sur 3 non remplacé. Donc ça veut dire concrètement, alors que la rentrée se profile, qu'il y a déjà un certain nombre de classes dans notre pays dans lesquelles on sait déjà qu'il n'y aura pas de professeurs, la situation va encore s'aggraver. À l'hôpital public, c'est la pire cure d'austérité. Vous allez payer plus cher votre protection sociale, votre santé, vous allez payer plus d'impôts. Donc vous voyez, s'il bouge une petite virgule pour donner l'illusion qu'il a entendu la colère des Françaises et des Français, en réalité... Non mais la virgule, par exemple, le retour les Français sont contre la suppression de ces 2 jours fériés. Faire machine arrière, ce serait un geste justement pour ces Français? Mais les Françaises et les Français sont aussi contre-payés davantage pour leurs soins et pour leurs médicaments. Vous savez, la franchise santé, passer de 50 à 100 euros pour les Françaises et les Français, c'est beaucoup. Et il y a une grande partie de la population française qui n'a pas la chance d'avoir une mutuelle parce que ça représente un coût. On a tous observé d'ailleurs que pour ceux qui ont une mutuelle, le coût de ces mutuelles n'arrête pas d'augmenter. Donc franchement, je vous le dis comme je le pense, il y en a marre, il y en a ras-le-bol qu'on demande toujours aux mêmes de faire les efforts et qu'on épargne toujours les grandes fortunes, les 500 plus grandes fortunes depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, leur fortune a été doublée par 2. Est-ce que les salaires des gens qui nous regardent ce soir a été doublé par 2? Même vous, votre salaire à BFM, journaliste de BFM, est-ce qu'il a été doublé par 2 depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Même si je pense que vous ne faites pas partie des plus en difficulté de notre pays. Vous voyez, on parle d'une toute petite, écrasante minorité. Le vôtre, est-ce qu'il a été doublé maintenant? Non, il n'a pas été doublé. Et d'ailleurs, moi, je ne cesse de me battre au Parlement européen pour diminuer le salaire des députés européens parce que je pense que l'on doit montrer l'exemple. L'on doit montrer l'exemple quand vous avez une majorité de Françaises et de Français qui vit avec, qui est dès le 15 du mois, qui est en train de compter et qui est déjà à découvert. Voilà, c'est ça la réalité des gens. Mais des gens comme François Bayrou, qui ont fait 40 ans de vie politique, qui n'ont jamais galéré dans leur vie, qui ils sont pour connaître cette réalité-là? Et donc, je pense qu'au bout d'un moment,
Vous voyez, on parle de rentrée. Ah, moi, je pense que Emmanuel Macron, j'ai lapsus, mais à commencer par François Bayrou, il doit même pas faire sa rentrée. Il doit partir tout de suite, prendre ses clics et ses claques et s'en aller. Parce qu'à aucun moment, il n'a eu une légitimité. À aucun moment, le projet qu'il propose n'a du soutien dans la population française. Vous avez les 2 tiers des Français qui sont d'accord pour faire partir ce gouvernement et pour une motion de censure. Ah voilà, qu'il les écoute pour une fois. Alors, on va y revenir dans un troisième temps. Le deuxième temps que je vous proposais tout à l'heure, c'est parler de la rue. Vous avez déjà évoqué ces Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont en difficulté, qui connaissent la crise, qui, dès qu'ils ont 70 € dans le caddie, sont parfois dans le rouge dès le 10 du mois. Ces Français, vous leur dites quoi? Le 10, il faut se mobiliser parce que vous ne devez pas être les victimes, c'est ça? C'est ce que dit LFI, c'est ce que dit la CGT, c'est ce que dit Chudrail déjà? Je leur dis qu'il y a une initiative qui a été lancée, qui n'a pas été lancée par la France insoumise, qui a été lancée par les citoyens, initialement. par des cercles citoyens divers et variés, qui prend des formes d'organisation en réalité assez différentes d'une région à l'autre. Et ça nous donne une opportunité de mettre la pression et finalement de joindre à la perspective d'une censure parlementaire une censure populaire. On a besoin que ça bouge, parce que si ça bouge pas, la colère de la rue, ils vous vont manquez? continuer tel un rouleau compresseur à continuer tout droit sans jamais se remettre en question. Donc il y a besoin, oui, d'une grève générale, il y a besoin d'une mobilisation tous azimuts, ça peut prendre des formes extrêmement diverses et variées. Il y a des collectifs citoyens qui se réunissent dans plein de villes de France, dans plein de régions de France. Allez-y, rejoignez-les, organisez-vous de la manière que vous souhaitez, mais faisons de ce 10 septembre une opportunité pour tout bloquer dans le pays. Et que, en bloquant tout bloquer à partir du 10? oui, en bloquant tout, qu'on fasse tomber Bayrou. Voilà le slogan de ce 10 septembre. Il est simple, il est efficace. Et François Bayrou, vous savez, qui fait des allers-retours en jet privé là, entre Pau et Paris, qui sorte un petit peu de son jet et qu'il aille voir les gens qui galèrent dans notre pays et qui s'aperçoivent que ce n'est plus possible de leur demander à eux des efforts. Vous vous sentez légitime à LFI, avec Jean-Luc Mélenchon, pour mener ce combat en tête du cortège? On n'a jamais prétendu le mener et on ne prétendra jamais le mener. On vient aujourd'hui en appui. On a dit qu'on devait être au service. Donc on propose à nos militants de participer, d'aider, de soutenir, de donner de la force. La preuve en est, c'est que depuis qu'on a fait cette tribune il y a à peine une semaine de cela, dans la tribune dimanche, en appelant à soutenir ce mouvement, eh bien depuis une semaine, c'est devenu un sujet des plateaux télé. Jusqu'à présent, au cours de l'été, ça s'organisait plutôt sur les réseaux sociaux, c'était plutôt plus discret ou en tout cas sous les radars médiatiques. Et depuis une semaine, c'est devenu un sujet médiatique. Et c'est plutôt bon signe? Ça participe à faire connaître la date. Et donc moi, j'invite chacune et chacun qui nous écoute, qu'ils aiment ou pas la France insoumise, mais s'ils sont profondément en colère contre ce gouvernement, alors vous avez l'opportunité de vous mobiliser, comme les Françaises et les Français s'étaient mobilisés au moment des Gilets jaunes. Ce mouvement déjà n'appartenait à personne à l'époque. J'ai pas la prétention aujourd'hui, ni demain, de le contrôler, mais en tout cas, j'espère que la mobilisation sera la plus large possible. Alors, je vous posais cette question sur est-ce que LFI sera en tête du cortège, parce que le ministre de l'Intérieur a un petit message à faire passer. Il estime que LFI et son leader, Jean-Luc Mélenchon, ne font pas partie de l'arc républicain. Écoutez. Ça veut dire que les Insoumis, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon a quitté l'arc républicain. La République, ça n'est pas ça. La République, ça n'est pas vouloir le désordre. La République, c'est l'ordre républicain. C'est l'ordre républicain qui protège la liberté. Parce que quand il y a le désordre, il n'y a plus de liberté d'aller et de venir. C'est aussi l'ordre républicain qui protège l'égalité. Parce que quand il y a le désordre, c'est plus l'égalité, c'est l'inégalité. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et là encore, c'est la fraternité, ça n'est pas non plus le désordre. Donc je constate que M. Mélenchon est en train de sortir de ce champ républicain. Et je voudrais lui dire que les plus modestes, les plus vulnérables sont toujours les plus touchés par les désordres. Voilà. Est-ce que le chef Mélenchon et son parti sortent de l'arc républicain, Manon Aubry? Je crois que Bruno Retailleau est assez mal placé pour donner des leçons. On parle quand même d'un ministre de l'Intérieur qui, entre autres choses, parle de régression vers les origines ethniques, qui tient des propos racistes à longueur de journée et qui, en réalité, si on veut s'intéresser à qui sème le chaos dans notre pays, qui, en réalité, est à l'origine du chaos politique dans lequel nous sommes à l'heure actuelle.
c'est bien Emmanuel Macron et leur camp politique qui a refusé d'écouter le résultat des urnes qu'Emmanuel Macron a convoqué lui-même. Qui crée le chaos quand un tel projet est présenté devant les Françaises et les Français, qui est, et j'insiste là-dessus, la pire cure d'austérité qu'ait connue notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, évidemment, ce qui est à l'origine du désordre, c'est cela. Mais ce que propose le mouvement du 10 septembre n'est rien d'autre que des manifestations, des grèves. Et n'en déplaise au ministre de l'Intérieur, c'est protégé par notre Constitution. Qu'est-ce qu'il dit en faisant cela, Bruno Retailleau ? Il dit quelque part que nous n'avons plus le droit dans notre pays de manifester, de protester, nous n'avons plus le droit de faire grève, nous n'avons plus le droit de manifester un désaccord. Comment s'appelle un pays dans lequel vous n'avez plus le droit de manifester un désaccord ? Une dictature. C'est ça qu'il veut, Bruno Retailleau ? Eh bien, pas moi. Et peut-être que Bruno Retailleau nous donne une raison supplémentaire de nous mobiliser. Vous savez, à chaque fois que le gouvernement prend la parole, et singulièrement Bruno Retailleau, je me dis, allez-y, vous donnez encore plus de raisons aux gens de se mobiliser. Donc, allez-y, venez parler à l'antenne de BFM TV. Je suis sûre que vous serez ravis de recevoir Bruno Retailleau. Et nous, il nous donnera une raison supplémentaire de nous mobiliser. Hier soir, ici même, sur le plateau de BFM TV, je recevais un monsieur qui est militant CGT, qui travaille dans un magasin, qui nous racontait que c'était très compliqué au quotidien, donc de joindre les deux bouts. Les fins de mois difficiles, il nous disait qu'il connaissait, qu'il faisait partie, qu'il avait fait partie pendant la période du Covid de ceux qu'on avait appelés les invisibles. Ces gens-là, ils disent on a lancé un mouvement citoyen et on a le sentiment que tout ça nous glisse un peu entre les mains. On sent que le mouvement est récupéré par vous, par les syndicats et tout ça. Qu'est-ce que vous dites à tous ces citoyens qui voudraient un mouvement dans la rue, un petit peu comme il y a eu le mouvement des Gilets jaunes ? Écoutez, s'agissant du mouvement des Gilets jaunes, si ma mémoire est bonne, il a été lancé en novembre 2018 et le premier acte du mouvement des Gilets jaunes, avant de très nombreux autres, a été lancé à la mi-novembre. Et à l'époque, nous avions déjà appelé à cette mobilisation et à ce rassemblement. Et je crois que ça n'a pas terni le mouvement. Au contraire, ça lui a permis de s'élargir. Aujourd'hui, personne ne prétend avoir le monopole de ce mouvement et absolument pas nous. On n'aura jamais le leadership tel qu'il soit de ce mouvement. Nous disons simplement que nous voulons l'appuyer, l'aider, le soutenir logistiquement, par le nombre, en parlant sur les plateaux télé. Aujourd'hui, je me présente à vous comme députée européenne de la France Insoumise, pas comme porte-parole de ce mouvement. C'est d'ailleurs la force sans doute de ce mouvement, c'est qu'il n'a pas un seul leader, il n'a pas un seul porte-parole, c'est une coagulation des colères. Eh bien, nous souhaitons participer à cette coagulation des colères à notre place, c'est-à-dire pour lui donner de la force, pour le soutenir, mais absolument pas pour le remplacer. Et comme je vous le disais, je pense un bon indicateur de cela, c'est que depuis une semaine, on en parle plus. Et d'ici le 10 septembre, je pense que la pression va monter. Et j'espère que la mobilisation sera le plus large possible. Alors Manon Aubry, on a fait un petit peu le tour. Il nous reste 5 minutes. On a vu ce que vous attendiez de cette conférence de presse du Premier ministre demain. J'ai bien compris. Vous n'attendez pas grand-chose. Ensuite, il y aura le volet social avec la rue. Là, vous appelez à la mobilisation. Le dernier volet, c'est le volet politique. Donc, dans quelques jours, à partir du 20, tous les députés... alors, vous êtes députée européenne, mais vos collègues seront au Palais Bourbon. Cette rentrée, comment elle s'annonce ? Là aussi, agité. Ce Premier ministre, vous n'en voulez plus ? Son gouvernement, vous n'en voulez plus ? Écoutez, il est évident que ce gouvernement n'a plus aucune légitimité, si tant est qu'il en ait eu une au moindre moment, et que pour faire tomber ce budget, il faut faire tomber ce gouvernement. Donc, le débouché naturel, si vous ne voulez pas avoir à payer de votre poche comme François Bayrou vous le demande, il faut qu'il s'en aille. Pour qu'il s'en aille, il faut voter une motion de censure. Dit autrement, il faut qu'une censure populaire laisse place à une censure parlementaire. Et en effet, vous l'avez dit... La censure populaire, c'est la rue, c'est ça ? C'est la rue, c'est la mobilisation. Le 10 septembre ? Qui commence le 10 septembre, et on verra les formes que ça prendra, et qui doit avoir un débouché, qui doit être la censure parlementaire. Vous l'avez dit, la reprise des travaux de l'Assemblée nationale est prévue pour le 23 septembre, même si en ce qui nous concerne, on aurait aimé, souhaité que ça reprenne plus tôt. J'ai bien vu que Marine Le Pen était encore en vacances, mais nous, vous l'avez vu, nous sommes rentrés de vacances, présents et prêts à mener les batailles. Votre chef était sur BFM TV hier après-midi. Exactement, et nous avons eu nos universités d'été ce week-end qui a été le plus grand événement politique avec plus de 5000 personnes. Donc nous sommes prêts à la bataille. Et donc le 23 septembre vont commencer les travaux de l'Assemblée nationale. Eh bien,
nous l'avons dit très clairement, dès le 23 septembre au matin, nous allons déposer une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement le plus rapidement possible. Charge ensuite à chaque groupe politique de se positionner clairement en soutien ou non à ce gouvernement. Vous avez compris qu'en ce qui nous concerne, c'était très clair. Pour le reste, j'entends que les autres groupes politiques à gauche souhaitent la censure, mais ne sont pas très précis sur la temporalité. J'observe que le Parti socialiste, d'ailleurs, a dit qu'il fallait censurer à l'automne. J'ai vérifié, l'automne commence le 22 septembre. C'est la veille du 23 septembre. Donc j'espère que les socialistes seront au rendez-vous pour censurer avec nous le gouvernement Bayrou au 23 septembre et que les discussions budgétaires puissent commencer sur une toute autre base que celle-là qui nous promet des jours terribles. Mais pour le faire tomber, le gouvernement avec les socialistes, ça ne sera pas suffisant. Vous avez raison, il faut une majorité. Il faut une majorité. Il faut une majorité de députés, c'est la loi à l'Assemblée nationale. Et ici, il faut pointer du doigt, je crois, la responsabilité du Rassemblement national, qui, à 8 reprises ces derniers mois, quand des motions de censure se sont présentées, le Rassemblement national a refusé de voter la censure. Ils sont le paillasson, la serpillière, la béquille des macronistes. Et la réalité, c'est que si on se prend ce mauvais budget, ce mauvais projet qui va faire la poche des Français, c'est parce que le Rassemblement national l'a soutenu jusqu'à présent. Reste à savoir pour combien de temps encore. Peut-être que c'est lié aussi au déboire judiciaire de Marine Le Pen, qui peut être inquiète d'une possible dissolution dans laquelle elle ne pourrait pas se représenter. Vous voyez, nous, tout ça, ça Vous ne dites ce compte pas. soir au RN, il faut nous aider pour faire tomber le gouvernement? Alors, je dis pas qu'il faut nous aider. Je leur dis que... Réfléchissez. Je leur dis que jusqu'à présent, ils ont été en soutien à ce gouvernement et que ça se voit. Et qu'on continuera à le répéter autant de fois que nécessaire. Et le moment où viendront des prochaines élections, parce qu'il y aura bien des prochaines élections à un moment ou à un autre, même si Emmanuel Macron essaie de cacher sa responsabilité en la matière, eh bien tout le monde devra se souvenir que le Rassemblement national a en réalité accompagné ce gouvernement. Merci Manon. Merci à vous. Merci d'avoir accepté ce soir. Et rendez-vous le 10 septembre. On sera au rendez-vous. Merci d'avoir accepté Merci l'invitation de BFM TV.